Alors que la Fondation déploie rapidement ses forces, c'est la panique sur Terre. Un hybride araignée humain à plusieurs membres, avec une fourrure blanche et rouge touffue, rampe dans les rues de la ville, interpellant les passants avec des phrases qui semblent alternativement menaçantes et provocantes. Quiconque lui cause des problèmes doit répondre à son mitraillette Tommy. Derrière lui se trouve une cyclope trapue en tenue de soubrette française rouge, apparemment obsédée par le nettoyage de chaque déchet et grain de poussière sur la route ou sur les costumes et la peau de tout humain qu'elle peut attraper avec ses petites mains frénétiques. Une femme à la peau grise, avec un cache-œil en forme de X, suit les deux, maniant une lance angélique mortelle, les réprimandant et présentant des excuses peu convaincantes à tous les humains qu'il rencontre. Au-dessus, un démon chat ailé vole de toit en toit, bien qu'il ne soit pas la chose la plus terrifiante dans le ciel. Cet honneur reviendrait à l'énorme dirigeable steampunk piloté par un cobra anthropomorphe sinistre et son équipage de créatures œufs conscientes. Les hélicoptères de police tentent d'obtenir un meilleur angle sur le vaisseau surnaturel, mais ils déploient une artillerie cauchemardesque qui les fait exploser dans le ciel. Le plus étrange de tous les envahisseurs pourrait être l'homme au bois de serre, habillé principalement en rouge, avec un regard affamé dans ses yeux menaçants, qui se contente de sourire en regardant la tour de radio de la ville au loin. De grands projets semblaient tourbillonner dans sa tête, mais les ramifications de ceux-ci n'étaient pas encore connues de la population de ce monde. La meneuse de cette incursion semblait en surface être la moins menaçante, mais en vérité, cette jeune femme pâle était la fille de Lucifer lui-même. Sa véritable identité était en fait Charlie Morningstar du dessin animé original pour adultes à succès Has Been Hotel d'Amazon Prime, créé par Vivian Medrano et produit par A24 Studios. Je suis en fait assez friand de Charlie et de sa bande de démons inadaptés quand il et le royaume infernal d'où ils viennent sont en sécurité de l'autre côté de mon écran d'ordinateur. Mais c'est une autre histoire quand la princesse et ses pêcheurs seraient de près et en personne. Je suis certain que certaines personnes auraient moins d'objections, suffisamment pour déposer $50 000 pour cette opportunité. Quoi qu'il en soit, dans un tel événement où des démons de l'Has Been Hotel apparaissent dans la réalité consensuelle, les ressources de la Fondation SCP devraient être déployées dès que humainement possible pour contenir la menace. Bien que cela soit bien au-delà de leur région d'opération habituelle, les combattants aériens habiles de la Mobile Task Force Sigma 9 ont été déployés de leur base aérienne en Scandinavie et envoyés pour s'engager dans un combat aérien avec le vaisseau de Serpentus. Afin de gagner du temps jusqu'à l'arrivée de Sigma 9, une autre force d'intervention mobile a été déployée. Connue pour son expertise en anomalies aériennes, la Mobile Task Force Lambda 4, les observateurs d'oiseaux. Depuis le pont de commandement de son vaisseau, Serpentus a évalué les hostiles entrants et, avec une touche diabolique, a ordonné à ses sbires d'engager tous les systèmes d'armes. Alors que l'armement infernal bombardait les bâtiments environnants, les dommages collatéraux étaient inévitables. Husk a dû zigzaguer et esquiver pour éviter d'être abattu par l'artillerie de son présumé compatriote. Alors que Lambda 4 était largement dépassé par la puissance de feu que dégageait le dirigeable démoniaque de style steampunk, quelques-uns de leurs membres parachutistes ont pu utiliser cette ouverture pour atteindre et maîtriser Husker, le premier des démons de l'hôtel Has Been, à être réellement capturé. Husker a été interrogé pour fournir des informations sur les autres, ce qu'il a fait volontairement à la surprise des agents de la Mobile Task Force. Parce qu'il était le barman du bar de l'hôtel lui-même, Husker connaissait beaucoup de secrets sur tous les autres qui séjournaient et travaillaient là-bas. Malgré son comportement brusque, il semblait aussi être un brin commère. Il en dirait plus à mesure que la situation évoluerait, mais pour l'instant, l'essentiel de l'infanterie de la force d'intervention mobile était sur deux fronts. L'avant-garde poursuivrait Veggie, Angel Dust et Nifty dans une tentative de minimiser le danger qu'ils représentent, tandis qu'une force furtive plus petite et plus encline à la diplomatie suivrait Charlie Morningstar pendant qu'elle cherchait le reste du groupe. Pour l'instant, Charlie semblait surtout préoccupée de localiser Alistair. C'était parce qu'elle faisait le plus confiance à Veggie et donc croyait qu'elle pouvait gérer la tâche de gérer Angel Dust et Nifty et faisait probablement le moins confiance aux démons de la radio. Le personnel qui la suivait a été instruit d'être prêt à rencontrer également Alistair et à s'attendre à tout de sa part. Les agents de la force d'intervention mobile étaient d'abord sur Angel Dust, Veggie et Nifty, poussant Veggie à essayer la diplomatie. Naturellement étant un gremlin et un... Angel Dust et Nifty, un gremlin et une araignée hyperactive se sont éparpillés dans les ruelles voisines, divisant la force d'intervention mobile en deux, tandis que Veggie se frappe le front, déçu. Le couple d'agents restés derrière ont pointé leurs armes sur Veggie et lui ont ordonné de lever les mains en l'air.
N'appréciant pas l'autorité autre que celle de Charlie, Vaggie a manifesté sa lance pointue et a utilisé son bord pour trancher les armes à bout portant. Elle évitait de porter des coups mortels, même si elle le pouvait facilement, et se battait avec les agents tout en cherchant une voie d'évasion. Pendant ce temps, dans une ruelle, Angel Dust était acculé contre un mur de briques, les agents s'approchant armes au poing. Angel compta rapidement le nombre d'armes en plissant les yeux. En réalisant qu'il y avait exactement 6 agents, Angel Dust afficha un grand sourire et déploya ses 6 membres rétractables, chacun tenant une mitraillette. Il plaisanta avec esprit sur l'égalité de leur nombre et commença à repousser les agents de la force d'intervention mobile avec une puissance de feu équivalente. Nifty, d'autre part, n'était pas tant en mode combat qu'en mode courir dans des cercles sauvagement imprévisibles. Elle a crocheté les serrures de la porte arrière d'un restaurant et a couru à l'intérieur, trouvant rapidement le placard rempli de produits de nettoyage. Ce qui a suivi a été un schéma de Nifty s'éloignant précipitamment de ses poursuivants, renversant quelque chose dans la cuisine ou la salle à manger pour les gêner accidentellement, puis nettoyant obsessionnellement son désordre tout en évitant d'être capturé. Nifty, incapable de courir sans fin, fut rapidement la deuxième capturée. Sont toujours en liberté Alastor, le démon de la radio, Angel Dust, Charlie Morningstar, Serpentius et Vaggie. La chasse devient plus périlleuse lorsqu'Alastor pénètre dans le bâtiment de la station de radio la plus populaire de la ville. Les gardes de sécurité se précipitent vers le hall alors que la silhouette cornue déforme l'air autour d'eux avec des distorsions visuelles étranges. Ses membres gigantesques s'étendent et saisissent violemment les gardes, les projetant contre le mur où ils explosent en une gerbe sanglante. Le démon de la radio rit alors qu'il reprend sa taille normale et se dirige vers l'ascenseur. Avant qu'Alastor ne puisse entrer, des membres de la force d'intervention mobile pénètrent dans le bâtiment de la radio et lui tirent dessus. Il sourit de manière inquiétante. Des tentacules noirs sortis d'un jeu de donjons et dragons émergent du sol et maltraitent les agents tout en déviant la majorité de leurs balles. Les portes de l'ascenseur se ferment, faisant disparaître le sourire malicieux d'Alistair. Il se dirige maintenant vers les étages supérieurs, prêt à commencer une diffusion terrifiante que le monde des mortels n'oubliera jamais. À l'extérieur, Sigma 9 arrive et Serpentius ressent la pression d'affronter une équipe entière de pilotes de chasse organisés. Son dirigeable pourrait avoir un armement supérieur à ceux trouvés dans le monde humain, mais ces sbires, eux, n'ont pas la coordination pour gagner la bataille à un niveau tactique. La force d'intervention mobile. Sigma 9 utilise des missiles et des manœuvres serrées pour attirer le navire de Serpentius vers la baie de la ville, où ils procèdent à le descendre avec toute la force de leur arsenal. L'engin steampunk frappe l'eau et son équipage était vite récupéré et ajouté aux captifs. Serpentius et ses œufs sont amenés dans une cellule de détention temporaire avec Nifty et Husker. Nifty a été placé dans une camisole de force extra forte, mais rebondit pratiquement encore sur les murs. Quant à Husker, le chat ailé a été calme et docile depuis que le leader de Lambda 4 lui a prêté une flasque à boire. Le démon buveur continue de fournir à la Fondation SCP un flux constant d'informations concernant les autres qui sont apparus dans le monde réel. Il semble parler d'Alistair avec le plus de mépris et offre aux forces d'intervention mobile un avertissement majeur sur ce que le démon de la radio peut faire lorsqu'il se sent malveillant. Nifty intervenait occasionnellement pour faire l'éloge d'Alistair, disant à quel point il était cool et rêveur, au grand agacement de Husker et à la confusion des agents de la force d'intervention mobile qui ne réalisaient pas que le démon à un œil avait apparemment 22 ans, malgré sa taille. Ailleurs, Angel Dust et Vaggie parviennent à se retrouver et à trouver leur chemin jusqu'à Charlie, moment auquel tous les trois sont entourés par les membres de la force d'intervention mobile. Il y a une appréhension et une inquiétude de la part du personnel de la Fondation SCP que la fille de Lucifer puisse devenir nucléaire, mais contrairement au pire des scénarios, elle essaie simplement d'expliquer ce qui se passe. Charlie Morningstar avait apparemment essayé d'aider les invités de son hôtel à aller au paradis, et récemment, elle avait découvert un moyen de permettre la chose la plus proche. Son plan était de transporter ces pêcheurs jusqu'aux portes du paradis, mais l'artefact infernal utilisé pour le voyage a mal fonctionné, ne les emmenant que jusqu'au royaume des mortels. Elle avait essayé d'aider ses amis et ses invités à tous retourner en enfer pour une autre tentative, mais la magie qui les avait amenés ici les avait aussi séparés. Dans un mouvement diplomatique risqué, les agents de la Fondation SCP assurent à Charlie que 3 de ses associés sont en sécurité et au même endroit. Ils ajoutent qu'aucun mal ne lui sera fait, ni à ceux avec qui elle se trouve, si elle se rend volontairement. Charlie cède à contre-cœur aux exigences, mais Vaggie lui rappelle qu'Alistair rôde toujours dans la ville.
Le démon de la radio, une énigme pour ses confrères, pourrait commettre des actes maléfiques par pur plaisir. Cette description semblait correspondre aux informations fournies par Husker et c'était suffisant pour que la Fondation attribue préventivement la classe d'objet Keter à Alistair et prenne la décision d'accélérer sa capture. Ce serait une sage décision, quoique légèrement tardive par rapport à l'idéal. Au moment même de la désignation, toutes les stations de radio de la ville ont commencé à entendre le même refrain inquiétant. C'étaient les cris horribles du personnel à l'intérieur du bâtiment de la radio, mélangés à la voix d'Alistair. La diffusion de ce remix de torture malade était presque un cognito hasard pour les habitants de la ville, et les choses ne pouvaient qu'empirer si toute la population se rendait compte que c'était causé par un démon de l'enfer. Il n'y avait aucun moyen qu'une force d'intervention mobile ordinaire puisse résister à la puissance déchue d'un seigneur démon tueur en série, ce qu'Alistair était certainement. Donc, l'ordre a été donné d'ouvrir la boîte de Pandore. C'est-à-dire que la force d'intervention mobile Omega Sept, alias la boîte de Pandore, allait être activée dans le but d'intégrer son leader improbable et énigmatique dans le rang. SCP-076-2, également connu sous le nom d'Able, était un guerrier ancien et immortel dont la soif meurtrière de gloire au combat avait causé un certain nombre de problèmes à la Fondation par le passé, mais en ce moment, sa capacité à se battre à armes égales avec un autre monstre anormal était leur seul espoir de capturer et de contenir Alistair, le démon de la radio. Il ne faudrait pas beaucoup convaincre Abel de rejoindre la bataille. Un simple résumé d'Alistair en tant qu'adversaire était tout ce dont le puissant maître des armes avait besoin pour le juger digne d'un combat à mort. Alors que la Fondation SCP assurait à Charlie Morningstar qu'ils feraient de leur mieux pour atténuer la soif de sang d'Abel, la vérité était que neutraliser définitivement Alistair pourrait devenir la bonne marche à suivre si le démon continuait à semer le chaos dans la vie de la ville. La force d'intervention mobile Omega Sept est arrivée dans des véhicules blindés, encerclant la radio et se déployant avec leur arsenal complet d'armes anti-anomalie. Abel est entré en premier et a choisi les escaliers, car l'ascenseur serait trop lent par rapport à sa vitesse de déplacement. En moins d'1 minute, il était au même étage qu'Alistair, le démon de la radio. Abel est entré dans le bain de sang, faisant apparaître une longue épée noire et une épée courte dans ses mains à partir de l'air. Il a traqué à travers le cauchemar corrompu de la station, sous son contrôle, s'approchant de son ultime adversaire. Alistair s'est tourné vers Abel et les deux se sont présentés l'un à l'autre à la manière des guerriers. Alistair a vite plaisanté sur la signification biblique du nom d'Abel et a laissé entendre qu'il était très approprié que la première victime de meurtre canonique soit abattue par un pêcheur tueur en série. Abel s'est contenté de rire, amusé par l'effort que semblait faire son adversaire pour paraître rusé et menaçant. Fidèle à sa philosophie, les actes sont plus éloquents que les mots, Abel s'est précipité sur Alistair avec une rafale de coups d'épée. Alistair, à son tour, a commencé à démontrer son habileté à esquiver avec grâce et fluidité chaque attaque portée contre lui. Abel n'était pas à décourager car il était sur le point de révéler qu'il y avait plus à sa puissance qu'Alistair ne l'imaginait. Des traînées d'obscurité ont commencé à traverser toute la pièce, se transformant en fils tranchants qui étaient extrêmement durables malgré leur finesse. Les mouvements d'Alistair étaient restreints, l'obligeant à parer les coups d'épée d'Abel avec son bâton muni d'un microphone. La balle était maintenant dans le camp du démon de la radio, alors il a servi quelques tentacules qui ont réussi à dégager le fil de rasoir noir qu'Abel avait planté. Le démon de la radio n'a pas réussi comme prévu, et ses tentacules invoqués ont été endommagés par les lames d'Abel. Alistair, n'ayant jamais affronté un tel guerrier en enfer, demanda à Abel pourquoi il n'avait jamais entendu parler d'un combattant aussi réputé. La réplique d'Abel était brève mais tranchante. Il a déclaré que l'enfer était pour les personnes qui sont mortes, ce qui pour lui signifiait des perdants. Il a bien fait comprendre son point de vue en tranchant le bâton de microphone d'Alistair, réduisant rapidement la capacité de combat du démon de la radio. Acculé, les yeux d'Alistair brillaient de rage et de distorsion, semblant prêts à dévoiler un nouveau niveau de puissance. Abel se prépara à ce qui allait arriver, mais le prochain round de leur confrontation n'aurait pas lieu. Les renforts d'Abel sont arrivés, brandissant une arme surpassant toute épée ou arme à feu. Les agents de la force d'intervention mobile ont montré à Alistair un écran d'ordinateur portable avec un flux en direct qui permettrait à Charlie Morningstar de raisonner avec son hôtelier égaré. Abel se tenait en retrait, prêt à réagir si Alistair faisait un autre geste hostile. Mais il semblait que le discours de Charlie avait déjà un effet. La distorsion de la réalité autour d'Alistair continuait de se calmer alors qu'il écoutait son patron démoniaque et bientôt, il avait mis fin à tous les signes d'agression.
Le démon de la radio, souriant comme à son habitude, a accepté de retrouver le reste de l'équipe de l'Has-Been Hotel. Bien que tous les démons aient été appréhendés, les dégâts causés à la ville étaient un cauchemar statistique, et il a fallu prendre de grandes précautions pour administrer des amnésiques et dissimuler la cause de la destruction. Heureusement, Charlie Morningstar a pu guider son groupe pour aider au nettoyage. En pratique, Nifty a réalisé une grande partie du travail après avoir reçu une boisson gazeuse sucrée en compensation de sa captivité. Une fois la situation efficacement gérée, la Fondation SCP a décidé qu'il n'y avait qu'une seule procédure de confinement qui serait efficace pour la horde de démons, les renvoyant tous en enfer. Charlie et le reste ont accepté les conditions. Il y en avait certains qui ont nécessité beaucoup de persuasion, mais le monde des vivants n'était pas un endroit où ils pouvaient en vivre heureux et normalement. Ils devraient tous tenter leur chance pour remonter au ciel, et en ce qui concerne la Fondation SCP, ces questions ont été mieux laissées entre les démons et les anges. Avec un peu d'aide de SCP-343, les démons ont été renvoyés d'où ils venaient sans jamais quitter nos cœurs. Découvrez le Patreon de Dr Bob et devenez un jeune chercheur aujourd'hui. Allez maintenant regarder une autre entrée des fichiers du Dr Bob, comme le top d'X15 SCP incensément maléfique.